un symbole, y compris politique et de l'islam politique. Moi, c'est bizarre, j'ai eu les mêmes accusations. Et malheureusement, quand je parle, vous avez vu derrière moi, il n'y a pas de musulmans barbus qui me disent quoi dire. Il faut à un moment partir du principe que des gens, quand même, ont un point de vue, une personnalité, des opinions, et qui ne sont pas forcément adossés à de l'islam politique. Ça, c'est en un. En deux, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, si dorénavant notre pays en est, quand il voit une femme voilée prendre la parole, ça stoppe notre pays pendant 15 jours, pardon, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses économiques dont on aurait pu parler et tout. J'ai l'impression que le temps est figé. Et si à chaque fois maintenant on voit, pardon de vous dire ça, mais une femme voilée n'est pas l'épouvantail de la société française. Mais ça veut dire quoi? C'est anodin? Mais c'est anodin, mais parce qu'il y a des gens qui croient en Dieu et qui ont envie de peut-être le pratiquer. Il y a une chose, c'est de croire en Dieu, et il y a une chose, c'est de vouloir mettre un voile, parce que c'est pas. D'après ce que disent notamment des spécialistes du Coran, disent que ça n'est pas inscrit dans le Coran. Donc c'est une. Apolline, ça. Une question de foi. Vos spécialistes n'ont pas, je crois, la majorité des musulmans qui sont d'accord avec eux. C'est les vôtres. Si cette non, je dis pas c'est les miens, j'en ai pas. Non, mais en tout cas, si vous en invitez pour dire qu'ils sont d'accord. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas la prétention de faire, encore une fois, de préempter la parole de cette demoiselle. Oui, mais la question, c'est de savoir si son voile est anodin ou si, effectivement, il dit quelque chose, et notamment vis-à-vis des valeurs de l'UNEF. Mais il est anodin, Pauline, sinon on va prendre un taxi, vous et moi, on va aller à Barbès, on va commencer à dire aux femmes voilées, qu'est-ce que vous faites là ? Elles sont peut-être pas toutes présidentes de l'UNEF Île-de-France. Mais c'est pas un problème, puisque je vais vous dire quelque chose. Elle a été élue. Qu'est-ce que c'est que cet entrisme ? J'ai l'impression que quand il y a eu l'élection sur le fait de la mettre à ce poste-là, il n'y avait pas des gens qui ont crié Allahu Akbar quand elle a gagné. On va aller où là ? C'est-à-dire qu'à un moment même. En revanche, si vous m'autorisez, puisque vous ne voulez pas vous substituer à cette jeune fille, ce que je comprends très bien. Par contre, vous avez peut-être un avis politique, puisque vous faites un peu de politique maintenant. Il se trouve que ce syndicat UNEF, il y a 5 ans, c'est pas vieux, 5 ans, 2013, était farouchement opposé au port du voile à l'université. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, il est capable, ce même syndicat, de porter à la tête d'une de ses sections, la Sorbonne 4, si ma mémoire est bonne, une jeune femme voilée. Et pas n'importe quel voile, avec un hijab, pas le foulard, mais le hijab. Donc ça pose une question politique. Comment ce syndicat est passé en 2013 de l'interdiction du port du voile à l'université à cette situation, à votre avis ? Peut-être que le prisme qui est le vôtre, Laurent, n'est pas celui de ce syndicat, et qu'au-delà de voir une femme voilée... Non, mais moi, j'ai pas de prisme, j'ai juste posé une question. Oui, je vous réponds. Peut-être que ce syndicat voit cette fille comme une Française plutôt comme une femme voilée. Mais quand vous voyez Bruno Julliard, qui a été lui-même président de l'UNEF, qui est aujourd'hui adjoint à la mairie de Paris, qui dit c'est une manière de piétiner tous les combats féministes. Écoutez, j'aime beaucoup en plus Bruno, mais voilà, c'est un point de vue, c'est génial, mais maintenant j'ai l'impression, honnêtement, j'ai une question à vous poser, donc peut-être à vous trois. Est-ce que vous êtes contre tout simplement le voile ? Parce que c'est aussi un débat qu'on peut lancer. C'est-à-dire qu'une femme aujourd'hui qui se voile en France... Justement, on ne vous parle pas du tout en général. On vous parle d'une femme qui est militante à l'UNEF et la question des valeurs de l'UNEF. Ça fait 4 fois cette année que je me retrouve à parler d'une femme voilée chez The Voice qui chante voilée. Elle aussi, derrière elle a des frères musulmans. On se retrouve avec une porte-parole de l'UNEF, elle aussi, elle avec des frères musulmans. Ça fait quand même beaucoup de gens qui sont en contact avec les frères musulmans. Alors vous comprenez que ça puisse interroger la société française. Mais Éric, c'est pas le fait que ça interroge, c'est surtout quelle forme de réponse on veut donner à cela. Visiblement, ça interroge le président de la République aussi. Mais tout le monde, mais mon père, pourquoi moi je vais pas chercher le président de la République, mon père aussi. Yacine Bellatar, Laurent Neumann, Éric Brunet, écoutons justement ce que dit le président de la République quand on lui pose la question du voile à l'université. C'est Jean-Jacques Bourdin qui la lui a posée. Mais pourquoi cela nous insécurise, ce voile ? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes dans notre pays. Nous sommes attachés, et ça c'est très républicain, c'est même révolutionnaire, à cette égalité entre l'homme et la femme, citoyen, citoyenne. Et donc nous ne comprenons pas qu'il y ait cette différence, cette distance, cette séparation. C'est ça un peu le voile. Donc Emmanuel Macron qui dit que le voile c'est une séparation entre les hommes et les femmes et que ça n'est pas conforme à notre civilité. Et on comprend d'ailleurs que derrière il y a un peu l'idée aussi de civilisation au fond. C'est bien parce que vous avez pris quand même une interview qui remonte et j'ai pas l'impression que vous ayez repris ces propos lors de cet événement du 22. Je vous en prie, Yacine Bellatar, il était président, c'était il y y a a un mois et demi. Le 22, aujourd'hui la question du président. Vous ne cautionnez pas les propos à l'instant, vous dites c'est old quoi. Apolline, je regarde votre émission. Laissez-moi, je vous jure, donner mon point de vue. J'ai pas dit que je ne cautionnais pas ou quoi que ce soit. Je vous dis juste, si une femme s'est voilée, c'est ce qu'a dit le président de la République le 22 mai. C'est peut-être l'extrait que vous auriez dû prendre, si je puis me permettre. Alors, si une femme s'est voilée par elle-même... Vous y étiez, je n'y étais pas. D'accord. Si une femme s'est voilée par elle-même, ou si une femme a fait le choix de se voiler, elle a le droit
Elle a le droit. Ah, mais bien sûr, mais voilà. il ne dit pas qu'elle n'a pas le droit. Donc aujourd'hui, c'est ce qui a été dit. Alors, il ne dit pas du tout qu'elle n'a pas le droit. Non, mais ce que je vous il dis... dit simplement que le voile, c'est une séparation. Je reprends tout simplement les mots du président. C'est une séparation entre les hommes et les femmes et que ça n'est pas conforme à une civilité. Mais ne rentrons pas dans une comparaison de civilisation, parce que la civilisation de cette jeune fille... C'est lui qui utilise le mot de civilité, hein, qui mais peut comme prêter moi, ambiguïté. Comme moi, notre civilisation, elle est occidentale. J'aurais peut-être commencé par... j'aurais dû commencer ma question en disant d'abord que le lynchage dont cette jeune fille a fait l'objet sur les réseaux sociaux est un scandale, une ignominie absolue. J'aurais dû peut-être commencer par dire ça. Vous savez. Et deuxièmement, j'aurais peut-être dû commencer par dire que cette jeune fille, elle a parfaitement le droit de porter le voile. Absolument. Mais en revanche, qu'on ne peut pas faire abstraction du signe politique que ça envoie. Voilà. Et concernant la pratique religieuse, que ça soit chez les musulmans, les catholiques ou les juifs, il y a quand même un retour à la pratique quand même avéré. Mais vous trouvez ça bien ? Mais non, mais j'ai pas d'avis là-dessus. Ah bon ? Je suis français. Pourquoi vous n'avez pas d'avis ? Non, mais j'ai pas d'avis parce que du moment que c'est autorisé et que ça n'impacte pas sur les lois, moi, mon seul fondement, c'est la loi. C'est ce qui est légal. Oui, mais à un moment, je vais pas, moi, me substituer, j'espère qu'aucun d'entre nous va le faire, à la loi. Si cette fille travaillait dans un établissement public, si elle était une maîtresse ou quelque chose, je serais le premier à être à vos côtés, à dire que ce n'est pas normal. Mais là, en l'occurrence, elle le fait dans un endroit où elle a droit. Quand il a été question de supprimer le voile à l'université, vous vous rendez compte que beaucoup de recteurs de fac finalement, vous n'avez pas... Je vous ai fait écouter les propos d'Emmanuel Macron et vous avez dit « Non, mais ça, c'est vieux. En gros, ça date d'il y a quelques mois. » Il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous, en l'occurrence. Voilà. Est-ce que je reviens juste à ces propos qu'il a tenus quand il dit que le voile égale séparation homme-femme et que ça n'est pas conforme à notre civilité, est-ce que ça, vous estimez que le président a tort ? Mais je ne vous dis pas qu'il a tort. Je pense qu'il ne sait pas. En gros, il y a le président d'il y a une semaine, il y a le président d'il y a une semaine et il y a le président d'il y a un mois. Non, mais évidemment qu'il est nourri par beaucoup de gens autour de lui pour dire qu'il y a des femmes qui se voilent et que ce n'est pas une question de civilité. Et sur les propos qu'il a tenus face à Jean-Jacques Bourdin, là, vous ne cautionnez pas. Enfin, vous n'êtes pas d'accord. Vous dites en tout cas... J'ai le droit de ne pas être d'accord. Mais attendez, vous m'enlevez comme si moi je me réveillais le matin et j'avais un portrait de Macron et je me disais... Arrêtez de faire un mauvais procès. Non, mais... Vous n'avez pas le droit. Je dis juste, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Apolline, ma mère est voilée. Donc à un moment, je connais les rapports de ma mère et de mon père et je peux vous dire qu'à la maison, c'est bien ma mère qui dirige mon père, c'est pas l'inverse. Cette culture, à partir du moment où vous devez rentrer dedans et la comprendre, à un moment, elle fait partie de la France. Est-ce que le voile, ma question est très précise, très claire, je reprends les mots du président, est-ce que le voile, c'est une séparation homme-femme ? Non, pas du tout. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette... Ah non, pour moi c'est une pratique religieuse. Si vous pensez ça n'a rien à voir avec la question de la relation homme-femme et de l'égalité homme-femme. Mais non, mais si vous voulez qu'on rentre à Pauline, je sais, bon, donc on va rentrer dans votre définition. Si vous pensez, moi j'ai pas l'impression que le fait de ne pas payer une femme au même tarif qu'un homme pour le même poste, c'est une forme de civilité. Mais non, mais me dites pas, ne mélangez pas. Je suis complètement d'accord, mais là on fait pas un débat sur la question salariale. Je trouve que l'incohérence qu'il y a par rapport... On fait pas un débat sur la question salariale. Non, mais vous partez du principe que la femme n'est pas respectée dans cette culture-là. Moi j'ai pas l'impression, pardon de vous dire ça pour ceux qui aiment la politique, mais non, je vous dis que comme Laurent Fabius dit, j'ai envie de vous dire, voilà mon programme, voici n'est pas mon programme en parlant de Ségolène Royal, pour moi, et vous vous souvenez de cette phrase-là, ou qui va garder les enfants, je crois, on avait rajouté pour Ségolène. Est-ce que c'est Laurent Fabius est musulman? Non. Je crois que la culture de notre pays, latine, est tout aussi respectueuse sur certains points de la femme qu'une culture arabo-musulmane. Là, j'ai un peu l'impression que vous mélangez plusieurs choses. Moi, je vous posais une question quand même assez précise. C'est génial. Si à chaque fois que je réponds et que ma réponse ne vous plaît pas, vous mélangez. Non, mais attendez, c'est vous qui avez donné le nom à l'émission, c'est pas moi. Je vous dis juste qu'à un moment, ma réponse est aussi une réponse d'une partie de la France. Et aujourd'hui, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec. Aujourd'hui, il y a 70%, c'est un sondage cette semaine, sondage IFOP pour CNews cette semaine, 70% des Français qui se disent contre le voile à l'université notamment. Bah écoutez, moi j'ai 100% des gens qui m'entourent, qui sont français, qui sont pour. Alors, il ne faut pas partie des 70%, visiblement, vous avez les 30% autour de vous. Éric Bonnet. Bien évidemment, le fait de l'islam se pose tous les jours dans les médias, de l'immigration, etc. On sent quand même que chez les Français, il y a une nostalgie des années 60-70, où des Algériens deviennent Français, viennent en France, travailler, etc., s'installent. Les familles les rejoignent, parce qu'on est à une époque où le fait religieux est moins prégnant. Bien sûr. C'est Marocains, c'est Tunisiens, ces Algériens qui deviennent Français, sont chauffeurs de taxi, etc., ils ont une veste, les femmes ne sont pas voilées, et ça semble être une immigration très supportable pour les Français, qui trouvent ça même bien, très bien, etc. Il y a un retour au fait religieux. Est-ce que vous trouvez ça bien? Ou est-ce que vous êtes un peu nostalgique de ces heures douces où finalement il n'y avait pas la barrière du fait religieux? D'ailleurs, les Juifs étaient moins juifs, moins pratiquants dans les années 70.
les musulmans aussi, les catholiques aussi probablement. Il y avait des athées à l'époque. Moi, je me souviens, dans ma famille, il y avait plein de gens athées. Etc. Est-ce que vous n'êtes pas nostalgique de ces heures-là où finalement les choses étaient plus douces en France? Non, j'ai pas l'impression, puisqu'il faut savoir que vous faites bien de le situer historiquement, la pratique religieuse dans les années 70 et post-68. C'est-à-dire qu'il y a une idée totale, et en numéro 1, on a le droit de pas croire. Nos parents arrivent à cette période-là. Donc, quelque part, ils arrivent avec une forme, pardon de vous dire ça, mais de soumission. Puisque nos parents avaient la barrière de la langue, la barrière de l'emploi et autres. Enfin, même si tant est qu'ils avaient de l'emploi, mais pas l'emploi. Ils étaient laïcs souvent. Enfin, ils n'étaient pas forcément tous. Mais nos parents le sont beaucoup plus que les jeunes générations. C'est ce que vous disiez tout à l'heure quand vous disiez qu'il y a un retour aussi de la pratique religieuse. Nos parents, en fait, étaient extrêmement, vous savez, prudents. C'est moins qu'on puisse dire, par exemple. C'était bien ça, non? Mais en l'occurrence, c'est pas tellement national, Yacine Bellatar, parce que le retour du voile, ça vient surtout d'Iran en 1979 avec la révolution iranienne. C'est pas une question de France, nous, on n'a pas de lien dans ma famille. On est une famille d'ouvriers originaires du Maroc. Ma mère a un voile. Non, mais il n'y a pas, faut pas faire le lien. C'est comme, ne faites pas le lien entre la culture iranienne et la culture maghrébine. Notre immigration, les Iraniens qui sont venus en France, pardon de vous dire ça. Simplement la question du voile. Vous croyez vraiment que c'est les Iraniens? Vous disiez qu'il y a un retour. Vous croyez vraiment que la question du voile, Apolline, est venue en France dans les familles musulmanes de par l'Iran? Et vous pensez que les voiles et les questions religieuses, ça reste dans les frontières? Ça traverse jamais? Non, mais vous croyez vraiment, c'est une question que je vous pose. Je vous dis que, en tout cas, nos parents, s'ils se sont voilés ou s'ils ont fait toute la pratique religieuse qui est la nôtre, elle leur appartient d'une culture maghrébine, musulmane, qui se passe plutôt bien au Maroc. Quand on y va, je veux même vous raconter une anecdote, quand des fois les gens au Maroc nous voient des gens comme nous, c'est-à-dire des binationaux revenir et être à ce degré de pratique religieuse, eux-mêmes se posent la question de savoir comment on en est arrivé là. Parce que des fois on se rend compte qu'on est beaucoup plus pratiquant qu'eux. Oui. Et aujourd'hui, je pense plus, pour répondre à la question, parce que je vais réussir à répondre, qu'il y a une émancipation aussi de la personnalité, une affirmation forte, qui fait que beaucoup de gens revendiquent l'appartenance à une religion, à une culture, beaucoup plus que lorsque ça se faisait avec nos parents, qui était encore quelque chose, je vous dirais... C'était plutôt le voile quand on revenait la Mecque, notamment. Quand juste parce que je vois que le temps passe, mais j'aurais vous poser une question. Le 24 avril dernier, une trentaine d'imams ont signé une tribune dans Le Monde contre le nouvel antisémitisme. Oui. Le nouvel antisémitisme ici, en France, et contre le terrorisme. Est-ce que vous auriez pu la signer? Vous n'êtes pas imam, mais est-ce que vous auriez pu, sur le fond, la signer? Il est compliqué pour moi de signer une tribune avec des gens qui, en tout cas, ne sont pas suffisamment sincères pour parler de cet antisémitisme. Je vais vous dire quelque chose. L'antisémitisme, c'est pas un iPod. Il n'y a pas le nouvel et l'ancien. L'antisémitisme est une aberration de tout temps. Et j'ai pas l'impression que le nouveau qu'on essaye d'adosser à certains territoires géographiques de la France soit une solution. Ce qui s'est passé pour Mireille Knoll m'intéresse, moi, Yacine Bellatar, en tant que Parisien, au-delà du fait qu'elle... Vous avez manifesté ce jour-là? Non, j'ai pas manifesté parce que j'étais menacé de mort à cause des propos de Manuel Valls. Ça vous va? Mais pourquoi? Parce qu'en fait, Manuel Valls a tellement fait monter la pression concernant mon nom et me faisait passer pour un antisémite que même aller manifester dans quelque chose où j'ai ma place. Mais Yacine Bellatar, là vous mélangez plusieurs choses parce qu'en fait la question, pourquoi vous réduisez la parole de l'interlocuteur? Mais je suis vraiment Yacine Bellatar, j'ai envie de comprendre. Laurent Neumann vous dit, est-ce que vous signeriez cette tribune? Et vous dites, je suis pas d'accord avec les gens qui la signent. Mais sur le fond, en fait, vous interrogez sur le fond. Si vous me laissez aller au bout de ma réponse, c'est quand même génial. Je lance une réponse, vous me coupez en plein milieu et après vous dites n'importe quoi. Non, laissez-moi aller au bout. Laissez-moi aller au bout, ça va être vachement bien. Je vous interdis de dire ça. Je dis simplement, juste pour vous répondre, sur le fond de la tribune, je ne peux pas la signer pour plusieurs choses. L'antisémitisme, c'est une cause qui nécessite que tous les Français la comprennent et y adhèrent. Je ne signe pas une tribune avec des imams parce que, accessoirement, je pense qu'il est vraiment temps d'enlever une partie de l'islam en France à des gens qui ne sont pas français de naissance. Parce qu'aujourd'hui, il y a un désaccord profond au sein de la communauté musulmane. C'est pour ça qu'il y a une grande consultation qui est lancée en ce moment sur le fait que des musulmans veuillent prendre la parole et que ça passe pas forcément par les 30 imams qu'on voit sur les plateaux télé, dans un, pardon de vous dire ça, un français très approximatif et qui disent la France c'est génial. La France c'est génial. Moi je vous le dis, j'ai grandi en France et moi, je vous le redis par rapport à tout à l'heure, l'antisémitisme comme l'islamophobie, comme la transophobie, comme l'homophobie sont des problèmes. Mais ce que je n'ai pas accepté, c'est le fait que cette tribune, elle dénonce quoi? Elle dénonce à peu près cela, c'est-à-dire que les Arabes en banlieue seraient plus antisémites que d'autres coins en France. Il ne faut pas oublier que je vis dans un pays quand même où le Front National, pendant des années, ne s'est jamais caché de son antisémitisme profond. Et j'espère que des gens comme vous, émérites et journalistes, ne sont pas tombés dans le panneau de Marine Le Pen, qui depuis quelques années nous fait croire que c'est la plus grande protectrice de la communauté juive. Yacine Bellatar, je voudrais simplement qu'on termine sur les gagnants-perdants. En un mot, votre perdant?
Mon perdant, non, très vite, ça peut rien avoir. C'est-à-dire vous allez me dire qui c'est. C'est le mois de mai 2018 qui ne ressemblera pas du tout à celui de mai 68, quoi qu'en dise Mélenchon. Laurent Neumann. Moi, c'est Adrien Rabiot. Par simple solidarité, il n'aurait pas dû faire ça à ses amis de l'équipe de France à 3 semaines de l'ouverture de la Coupe du Monde. Et un gagnant ? Mon gagnant, c'est Michel Platini. Rien à voir avec notre débat aujourd'hui, mais parce que la justice suisse semble dire que finalement, il n'est pas si coupable que ça. C'est très foot ce soir. Et pour moi, il s'appelle Zidane, parce que franchement, 3 Ligues des Champions en 2 ans et demi, chapeau. C'est d'ailleurs, vous avez dit que vous étiez l'élite des banlieues, notamment Yacine Bellatar. C'est bien Zidane ce qu'il a fait, c'est vraiment du travail d'arabe. Est-ce qu'au fond, l'élite des banlieues, c'est pas justement l'élite des quartiers, disiez-vous? Écoutez, moi je n'ai de l'estime, ne me prenez pas comme exemple, moi je n'ai d'estime que pour les gens qui partent du ghetto et qui arrivent au Gotha, et je peux vous dire qu'ils sont plus nombreux que des petits humoristes comme moi, et ils sont totalement anonymes et banalisés, et c'est ça que la France doit remarquer. Donc finalement, chapeau pour Zidane. Merci à tous les deux, merci à vous Yacine Bellatar.